Cet après-midi, je vous emmène à la rencontre de la favorite du roi qu'on a surnommé le Vert Galant, ou la véritable histoire de la marquise de Verneuil, la maîtresse d'Henri IV. De son vrai nom, Henriette d'Entragues, la jeune femme a-t-elle intrigué pour se rapprocher du roi ? Était-elle sa favorite ? Et le Vert Galant, l'a-t-il été vraiment galant ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1598 à Paris, à l'hôtel de Catherine de Bourbon, la sœur du roi Henri IV. En cette soirée de novembre, on donne un bal des plus éclatants. Dans les salles au haut plafond, les bourdonnements de la foule résonnent. Le bon vin et le champagne coulent à flot. Et les masques colorés qu'arborent les convives pour l'occasion cachent des invités de la plus grande distinction. Car même le roi en personne s'est déplacé pour participer à la fête. Les heures passent et les branles s'enchaînent pour le plus grand bonheur de l'assistance qui réclame toujours une nouvelle danse. Les masques se croisent et s'entrecroisent, les étoffes colorées virevoltent et les souliers vernis battent en cadence au son de l'orchestre. Parmi les danseurs, une demoiselle se démarque. Elle n'est pas particulièrement belle, mais elle frappe par sa jeunesse et sa joie de vivre. D'un pas alerte, elle danse depuis plusieurs heures déjà sans qu'aucune marque de fatigue n'apparaisse sur son doux visage. Elle est si belle ce soir dans tout l'éclat de sa jeunesse, avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus. Henriette d'Entragues n'a pas 20 ans, mais elle vient de faire son entrée à la cour, une entrée qui ne passe pas pour le moins inaperçue. C'est la première fois qu'elle se trouve en présence du roi, et la première fois aussi sans doute qu'elle danse si bien. Il faut dire qu'elle baigne depuis son enfance dans l'atmosphère des familiers du trône. Fille du seigneur d'Entragues, elle avait été placée par le sort dans une vieille famille de la noblesse militaire et son père avait longtemps résidé à la cour. Ce soir-là, Henri IV est accompagné de sa favorite du moment, Gabrielle d'Estrées. Mais il ne semble pas insensible à la fraîcheur de la demoiselle et au dire de certains de ses biographes, c'est à elle que vont ses applaudissements. À 45 ans, le monarque n'a peut-être plus la vigueur de sa jeunesse, mais sa rage d'aimer est intacte. Aussi, et en dépit de son mariage avec Marguerite de France, Gabrielle s'est ajoutée à une importante liste de maîtresses. Une liste, vous me voyez venir, qui n'a pas fini de s'allonger. Mais qui pourrait imaginer ce soir que le Vert Galant, comme l'histoire le surnommera, jetterait son dévolu sur la jeune danseuse qui donne tout ce qu'elle peut à côté de lui. Pourtant, Henriette ne le sait pas encore, mais elle vient bien d'entamer le cours d'une brillante destinée dont Henri IV ne va pas se départir. Car si Henri paraît ce soir en compagnie de la femme qu'il aime, Henriette d'Entragues va bientôt la remplacer dans le cœur du monarque. Après l'avoir vu danser, Henriette fait véritablement la connaissance du roi lors d'une visite qu'il fait à son père quelques mois plus tard, dans les premiers mois de l'année 1599, dans son domaine de Malesherbes. Aînée de François Balzac, seigneur d'Entragues, et de sa seconde épouse, Marie Touchet, Henriette était apparue comme la consolatrice rêvée pour le roi endeuillé, car cette rencontre tombe à point nommé pour le souverain qui vient de perdre sa favorite adorée, Gabrielle d'Estrées. Si elle n'était pas sa seule maîtresse, le Vert Galant lui portait une affection immense, loin des aventures passagères qu'il avait collectionnées jusque-là. Il lui avait même promis de faire annuler son mariage avec Marguerite de France, qui ne lui a pas donné d'enfant, pour l'épouser et la faire reine. Fou de chagrin depuis sa mort, Henri IV s'est finalement décidé à se rendre dans le Midi pour y calmer des émeutes et surtout, il faut bien l'avouer, pour se changer les idées. À dire vrai, son passage dans le domaine où vit Henriette d'Entragues n'est pas que pure coïncidence, mais plutôt une machination de ses familiers. Attristés par le chagrin de leur souverain, il lui avait en effet soufflé l'idée de s'attarder au château de Malesherbes dans la Beauce pour y goûter les plaisirs de la chasse auxquels on comptait bien ajouter ceux de la galanterie. Car la fille du seigneur de Malesherbes a tout pour plaire au roi gascon, et Henriette a de qui tenir. Elle a été élevée par une mère qui conservait la fierté d'avoir été jadis la maîtresse du roi Charles IX. Et ce qui devait arriver arriva. Le roi trouve Henriette tout à son goût et à peine a-t-il quitté Malesherbes qu'il demande à y revenir. Pour la voir plus fréquemment, Henri IV s'installe quelque temps dans le château de son capitaine des gardes, au Hellier, à une lieue seulement du château où s'est rendue Henriette, sa nouvelle favorite, à qui il peut rendre plus régulièrement visite. À converser avec elle, il trouve réconfort et consolation. La jeune fille, quant à elle, se montre pleine de sollicitude et de tendresse.
D'un côté comme de l'autre, la passion naît et grandit et, pour plaire à sa bien-aimée, le monarque n'hésite pas à promettre des terres et des titres à sa belle. Et sur ce terrain, le ver galant n'en est pas à son coup d'essai. C'est ainsi qu'il a toujours agi avec ses précédentes maîtresses. Mais la jeune Henriette n'entend pas se laisser prendre ainsi. Sûre de la passion qu'elle vient d'allumer dans le cœur du roi et poussée par sa famille, elle exige de lui, en plus d'une forte somme et d'un titre, une promesse de mariage. Mais il en faut plus pour impressionner le monarque qui prend d'abord à la légère les exigences de la jeune fille. Et lorsque la discussion s'engage sur le sujet, il se montre rassurant. Si elle veut une promesse, elle en aura une, mais plus tard, quand le moment viendra, assure le souverain. Pourtant, Henriette se montre de plus en plus pressante. Si elle ne voit désormais son roi que par intervalles, elle lui adresse de nombreuses lettres pleines de réclamations. Et le plus étonnant, c'est qu'elle finit par obtenir gain de cause. Le 1er octobre 1599, le roi lui annonce une promesse de mariage, puis lui offre une importante somme d'argent, 50 000 écus pour elle et son père. Mais avant cela, il faut annuler son alliance avec son épouse Marguerite. C'est le succès pour la demoiselle qui se voit déjà reine de France. Chez les Entragues, on se félicite déjà d'une telle réussite. Mais ce que tous ignorent, c'est que le roi bataille sur d'autres fronts. Pressé par son conseiller Sully, qui cherche avant tout l'intérêt du royaume, il prépare une alliance avec les Médicis. Et c'est sans compter sur sa femme légitime, Marguerite, qui refuse l'annulation. Mais qu'importe, le ver galant est bien décidé à parvenir à ses fins, quels qu'en soient les moyens. Et s'il faut une promesse de mariage, il la signera, quand bien même il serait incapable de la tenir. C'est ainsi que le 1er octobre 1599, le roi présente à son conseiller Sully un acte écrit par lequel il s'engage à épouser Henriette et lui demande son approbation. Las, le surintendant n'est pas facile à convaincre, loin de là. Voilà, sire, puisqu'il vous plaît de le savoir, ce qu'il me semble d'une telle promesse, répond Sully, et à peine s'est-il saisi du papier qu'il le déchire en 1000 morceaux. Henri IV entre alors dans une colère noire. Il se fait apporter du papier et de l'encre et inscrit à nouveau la promesse qu'il fait porter par un cavalier à Henriette. Dans son fol empressement, Henri IV ne se doute pas qu'il venait de signer là le début d'une longue intrigue, car s'il sait qu'il ne réalisera pas sa promesse, Henriette, elle, vous allez voir, est bien résolue à lui montrer qu'on ne prend pas à la légère un tel engagement. Mais pour l'heure, Henri IV jubile. Il est parvenu à faire d'Henriette sa maîtresse. C'est tout ce qui compte pour lui. Pour Henriette, il faut le reconnaître, rien n'est encore gagné. Car à bien regarder le contrat, Henri est resté très prudent et s'est bien gardé de formuler une promesse qui l'engagerait certainement. Car il a imposé de sévères conditions qui rendent très faibles les chances de la marquise de devenir un jour reine de France. Il ne l'épousera en effet si et seulement si elle met au monde et dans les prochains mois un garçon. Au cas que dans 6 mois, à commencer du premier jour présent, elle devienne grosse et qu'elle en accouche d'un fils, alors et à l'instant, nous la prendrons à femme et légitime épouse, avait promis Henri. Mais la marquise est bien résolue à épouser son roi. Aussi, elle met tout en œuvre pour remplir les conditions, à commencer par la mise au monde d'un garçon. Sans scrupule, elle se tourne vers le ciel et se rend à Notre-Dame de Cléry pour demander le fils tant attendu. Elle sait que le prédécesseur d'Henri IV, Henri III, auquel il a succédé sur le trône de France, s'y est rendu en pèlerinage pour obtenir un fils. Elle offre alors au sanctuaire une statuette d'enfant en argent. Et le vœu tant espéré se réalise puisqu'Henriette apprend peu après qu'elle porte un enfant. Peut-être aussi parce que le couple s'en est donné les moyens physiques, sans trop m'immiscer évidemment dans leur vie privée. Quoi qu'il en soit, chez les Entragues, la joie est à son comble. On exulte à la pensée de voir la famille alliée à la couronne de France. Parmi les familiers du roi, toutefois, ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses. Et chaque jour qui passe voit se concrétiser l'espoir d'un mariage avec Marie de Médicis, la nièce du grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier. Une union avec elle offrirait en effet, en plus d'une dot considérable, une alliance avec la Toscane. Aux yeux des grands du royaume, en somme, et face à la Médicis, Henriette ne représente rien de plus qu'une banale et intrigante courtisane. Mais le roi hésite d'abord à informer Henriette de ses projets. Il faut dire qu'il connaît désormais son caractère emporté et disons même parfois colérique. Pris entre son engagement pour elle et cette promesse de mariage qui vient d'être signée avec Marie de Médicis, Henri se résout finalement à exiger du seigneur d'Entragues
qui lui remette l'engagement qu'il avait contracté en faveur de sa fille. Il écrit même une lettre à Henriette en avril 1600 et sur un ton sec et cassant lui reproche son ingratitude, sa légèreté, son mauvais caractère. Et il achève en lui réclamant la promesse de mariage, mais en vain, car, comme il pouvait le craindre, la favorite explose. La marquise vitupère contre la volonté royale qui abandonne là ses promesses. À vrai dire, ce ne sont pas tant les plaintes de la maîtresse que les coups du sort qui vont libérer le roi de cet embarrassant engagement, car l'enfant qu'attend alors Henriette ne devait pas assurer sa destinée royale. Il vient en effet au monde par une nuit d'orage alors que la favorite se trouve à Fontainebleau où elle a retrouvé le roi. Allongée dans une chambre du château, elle se repose, fatiguée par son 7e mois de grossesse. De la fenêtre ouverte, un léger courant parvient à la future mère accablée par la chaleur de cet après-midi d'été. Mais il se charge bientôt en une violente bourrasque qu'accompagne une pluie forte. Soudain, un éclair déchire le ciel et la foudre se glisse par la fenêtre de la chambre et passe sous le lit d'Henriette. De frayeur, la maîtresse du roi accouche et met au monde un petit garçon mort-né. Pour Henriette, c'est le désespoir absolu. En même temps que l'enfant, se sont évanouis tous ses espoirs de mariage avec le roi de France. Henri IV se montre attristé toutefois et console Henriette, mais il repart aussitôt à Lyon où il annonce la nouvelle si cruelle pour Henriette de son mariage avec Marie de Médicis. La marquise de Verneuil ne peut désormais le poursuivre que par ses lettres, mais elle ne se prive pas d'exprimer sa rancune. « Je suis réduite au malheur, lui écrit-elle. Vos noces sont les funérailles de ma vie. Je ne vous parle que par soupir, car mes autres plaintes secrètes, votre majesté les peut sourdement entendre de ma pensée, puisque vous connaissez aussi bien mon âme que mon corps. Sire, en mon exil misérable, il ne me reste que cette seule gloire d'avoir été aimé du plus grand monarque de la terre. » En effet, il ne reste alors pas de grands espoirs à Henriette, sinon celui de demeurer la maîtresse du roi Henri, dont le mariage est célébré le 5 octobre de l'année 1600 à Florence, c'est Henri IV d'ailleurs qui a donné procuration au grand-duc pour épouser Marie de Médicis à sa place. Mais il sera là pour la 2e célébration qui suit en France dans le courant du mois de décembre. Henriette revoit pourtant régulièrement son amant et finit par se satisfaire d'être la maîtresse principale du roi. Elle ne cache pas sa fierté de conserver son emprise sur le ver galant, mais les Antragues ne comptent pas en rester là et n'ont pas oublié qu'ils sont toujours en possession de la fameuse promesse de mariage signée de la main même du roi Henri IV. Une promesse qui n'a pas fini de lui attirer des ennuis. La question ressurgit en effet en juin 1603 lorsque le roi est gravement malade, sans sa mort prochaine. Face à un tel risque pour leur jeune Henriette, les Antragues sont alors accusés d'avoir projeté sa fuite vers l'Espagne, un dessein suffisamment grave pour être considéré comme un crime de lèse-majesté. Pire encore, on incrimine le clan entier d'avoir informé l'ambassadeur d'Espagne de l'existence de la promesse. Convoqués par les juges, ils doivent alors s'en expliquer. De fil en aiguille, les attaques portées à l'encontre de la marquise et de sa famille vont bon train et donnent libre cours à toutes les théories. Ainsi, détracteurs et ennemis leur prêtent des ambitions de coup d'État. Certains l'accusent même de chercher à placer son fils Gaston-Henri sur le trône de France. Une version bien approximative de la réalité qui sera pourtant relayée aussi abondamment qu'aveuglément par les historiens du XIXe siècle. Aussi, bien que perçus comme les principaux menteurs, les Antragues ne sont pas les seuls à être incriminés. Nombre d'intrigants se voient liés à la conspiration. Des grands du royaume y auraient en effet trouvé leur intérêt et n'auraient pas hésité à livrer ainsi le trône de France à l'étranger. Ils sont tellement nombreux que le complot ne tarde pas à s'ébruiter et parvient même aux oreilles du roi. Furieux, Henri IV convoque Henriette, puis son père, mais ne parvient pas à leur arracher toute la vérité. Songeant au danger que nous pourrions courir si vous veniez à nous manquer, j'ai sollicité un asile pour elle, s'excuse François d'Antragues pour expliquer son rapprochement avec le roi d'Espagne. L'explication semble d'abord contenter le roi, qui laisse partir les conspirateurs. Mais l'affaire éclate au grand jour lorsqu'un Anglais du nom de Morgan, et à qui on prête une complicité, est arrêté et évoque le nom d'Antragues et d'Auvergne. Sentant le vent tourner, les deux hommes se livrent au même moment à leur version des faits. À son tour, arrêté, le comte d'Auvergne accuse son beau-père et sa demi-sœur
qui se voient à leur tour interrogés. Henri IV, toutefois, n'entre pas dans l'une de ces fureurs noires dont il avait pourtant donné l'habitude, car l'habile Vergalan sait qu'il tient désormais d'Entragues sous sa coupe et il compte bien en profiter pour récupérer enfin la fameuse promesse de mariage qui lui a causé tant d'ennuis. Ce qu'une demande cordiale, puis une somme et un titre n'avaient pu obtenir, il va le gagner par la force. Acculé, le seigneur d'Entragues ne se fait pas prier. Le 2 juillet 1604, il se présente à Paris et lui présente l'acte d'engagement qu'il avait signé 5 ans plus tôt. Plein de crainte, il explique au roi qu'il est désormais de son devoir, pour calmer quelques faux bruits, de lui remettre cette promesse. C'est une grande victoire pour Henri IV qui tient enfin l'odieux papier, mais il ne se prive pas pour autant de rendre une justice sévère. Le 1er février de l'année suivante, le seigneur d'Entragues et le comte d'Auvergne, qui avaient divulgué le complot, sont condamnés à avoir la tête tranchée. Henriette, quant à elle, est condamnée à rester dans un couvent en attendant la suite de l'enquête la concernant. De sa prison dorée, Henriette ne se lasse pas d'implorer son ancien amant qu'elle tente de ramener à ses amours passés. Quel plus grand mal pouvait arriver que de ne voir éloigner mon âme de mon corps en même temps que celle de votre majesté se sépare de la mienne, se désole dans ses lettres, l'ancienne favorite. Après avoir rappelé son amour, elle invoque le souvenir de leurs enfants pour lesquels elle connaît l'attachement d'Henri. Si vous jetez un œil sur vos petits-enfants, miens pareillement, qui ne laissent pas d'avoir beaucoup de ressentiment, de douleur, entendant ma juste plainte, je crois que vous m'octroierez la liberté pour l'affection que vous leur portez. Henriette pleure et implore, tant et si bien qu'elle parvient à toucher le roi et à infléchir sa volonté. Car Henri ne reste pas longtemps insensible aux larmes et aux prières de son ancienne favorite. Henriette l'avait bien pressenti, la flamme de son amant ne s'est jamais éteinte. Le roi commence donc par assouplir sa peine, celle de son père et du comte d'Auvergne, dont il commue la condamnation à mort en prison à perpétuité. Henriette, quant à elle, obtient d'être gardée chez elle dans son domaine de Verneuil, mais Henri IV fléchit tout à fait quelques mois plus tard, en septembre 1605, lorsqu'il affranchit la marquise de toute sa peine. Il permet aussi au seigneur d'Entragues de sortir de prison pour s'exiler sur ses terres. Seul le comte d'Auvergne reste enfermé à la Bastille, où il patientera 11 longues années. Si les condamnés obtiennent de telles faveurs, ils la doivent à l'affection que porte encore Henri IV à la marquise de Verneuil et aux 2 enfants qu'elle lui a donnés. 2 enfants élevés à la cour auprès de leur père. Et lorsque leur dernière fille, Gabrielle Angélique, est atteinte de la petite vérole, Henri se montre un père inquiet et dévoué. Il donne de très nombreuses recommandations à sa gouvernante et se rend au chevet de la malade. Son attention émeut Henriette, qui rend à son tour visite à sa fille. Elle y rencontre Henri, qu'elle trouve tout occupé à ses enfants. Auprès de leur fils et de leur fille, l'idylle renaît. Elle persistera jusqu'en 1609, lorsque le roi tombe amoureux de la demoiselle de Montmorency. Henriette ne devient dès lors plus qu'une amie confidente. Quoi qu'il en soit, Henriette ne se remettra pas de la mort de son amant, tragiquement assassiné dans les rues de Paris le 14 mai 1610. Après lui, le seul homme qu'elle a vraiment aimé, sa vie ne serait devenue que laisser aller, d'après ses contemporains. Elle se mit à faire une vie de... Pourquoi préférer MAF Pro ? Parce que du 2 au 31 octobre, il y a 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. 15h, 16h sur Europe 1. Chevalier Guillaume de Nogaret. Historiquement vôtre. Successor to the kings and queens of history. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent. Soldats, à faire feu. Soldats du 5e de ligne, je suis votre empereur. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant 1 heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars, des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous emmène à la rencontre de la favorite du roi qu'on a surnommé le Vert Galant, ou la véritable histoire de la marquise de Verneuil, la maîtresse d'Henri IV. De son vrai nom, Henriette d'Entragues, la jeune femme a-t-elle intrigué pour se rapprocher du roi ? Était-elle sa favorite ? Et le Vert Galant, l'a-t-il été vraiment galant ? Pour répondre à ces questions, et bien d'autres encore, plus sérieuses,
J'ai le plaisir d'accueillir une écrivaine et chercheuse spécialiste de l'histoire de la cour et des femmes en France, qui lui consacre une biographie qui paraît aujourd'hui même. Bonjour Flavie Leroux. Bonjour Stéphane Bern. Flavie Leroux, on a souvent réduit Henriette d'Entragues, la marquise de Verneuil, à une jolie petite maîtresse ambitieuse et capricieuse qui se prenait pour la reine à la place de la reine. C'est aussi pour réhabiliter la part plus lumineuse de son histoire que vous avez décidé de prendre la plume pour écrire une biographie. Oui, en quelque sorte, on pourrait le formuler de cette façon. Réhabiliter, peut-être pas, mais en tout cas, essayer de restituer du mieux possible le parcours de cette femme relativement exceptionnelle, il faut le dire, que l'on a aujourd'hui à peu près complètement oubliée, dont même les historiens d'ailleurs ont oublié le nom pour certains, et qui pourtant à son époque était très célèbre, et qui, au-delà de la faveur, a été véritablement un personnage exceptionnel. Vous publiez donc La marquise de Verneuil, maîtresse d'Henri IV chez Fayard. On va en parler ensemble, Flavie Leroux, juste après mon récit. Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit. Stéphane Bern. Nous sommes en 1598 à Paris, à l'hôtel de Catherine de Bourbon, la sœur du roi Henri IV. En cette soirée de novembre, on donne un bal des plus éclatants. Dans les salles au haut plafond, les bourdonnements de la foule résonnent. Le bon vin et le champagne coulent à flot. Et les masques colorés qu'arborent les convives pour l'occasion cachent des invités de la plus grande distinction, car même le roi en personne s'est déplacé pour participer à la fête. Les heures passent et les branles s'enchaînent pour le plus grand bonheur de l'assistance qui réclame toujours une nouvelle danse. Les masques se croisent et s'entrecroisent, les étoffes colorées virevoltent et les souliers vernis battent en cadence au son de l'orchestre. Parmi les danseurs, une demoiselle se démarque. Elle n'est pas particulièrement belle, mais elle frappe par sa jeunesse et sa joie de vivre. D'un pas alerte, elle danse depuis plusieurs heures déjà sans qu'aucune marque de fatigue n'apparaisse sur son doux visage. Elle est si belle ce soir dans tout l'éclat de sa jeunesse, avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus. Henriette d'Entragues n'a pas 20 ans, mais elle vient de faire son entrée à la cour, une entrée qui ne passe pas pour le moins inaperçue. C'est la première fois qu'elle se trouve en présence du roi, et la première fois aussi sans doute qu'elle danse si bien. Il faut dire qu'elle baigne depuis son enfance dans l'atmosphère des familiers du trône. Fille du seigneur d'Entragues, elle avait été placée par le sort dans une vieille famille de la noblesse militaire et son père avait longtemps résidé à la cour. Ce soir-là, Henri IV est accompagné de sa favorite du moment, Gabrielle d'Estrées. Mais il ne semble pas insensible à la fraîcheur de la demoiselle et au dire de certains de ses biographes, c'est à elle que vont ses applaudissements. À 45 ans, le monarque n'a peut-être plus la vigueur de sa jeunesse, mais sa rage d'aimer est intacte. Aussi, et en dépit de son mariage avec Marguerite de France, Gabrielle s'est ajoutée à une importante liste de maîtresses. Une liste, vous me voyez venir, qui n'a pas fini de s'allonger. Mais qui pourrait imaginer ce soir que le ver galant, comme l'histoire le surnommera, jetterait son dévolu sur la jeune danseuse qui donne tout ce qu'elle peut à côté de lui. Pourtant, Henriette ne le sait pas encore, mais elle vient bien d'entamer le cours d'une brillante destinée dont Henri IV ne va pas se départir. Car si Henri paraît ce soir en compagnie de la femme qu'il aime, Henriette d'Entragues va bientôt la remplacer dans le cœur du monarque. Après l'avoir vu danser, Henriette fait véritablement la connaissance du roi lors d'une visite qu'il fait à son père quelques mois plus tard, dans les premiers mois de l'année 1599, dans son domaine de Malesherbes. Aînée de François Balzac, seigneur d'Entragues, et de sa seconde épouse, Marie Touchet, Henriette était apparue comme la consolatrice rêvée pour le roi endeuillé, car cette rencontre tombe à point nommé pour le souverain qui vient de perdre sa favorite adorée, Gabrielle d'Estrées. Si elle n'était pas sa seule maîtresse, le ver galant lui portait une affection immense, loin des aventures passagères qu'il avait collectionnées jusque-là. Il lui avait même promis de faire annuler son mariage avec Marguerite de France, qui ne lui a pas donné d'enfant, pour l'épouser et la faire reine. Fou de chagrin depuis sa mort, Henri IV s'est finalement décidé à se rendre dans le Midi pour y calmer des émeutes et surtout, il faut bien l'avouer, pour se changer les idées. À dire vrai, son passage dans le domaine où vit Henriette d'Entragues n'est pas que pure coïncidence, mais plutôt une machination de ses familiers.
Attristé par le chagrin de leur souverain, il lui avait en effet soufflé l'idée de s'attarder au château de Malesherbes dans la Beauce pour y goûter les plaisirs de la chasse auxquels on comptait bien ajouter ceux de la galanterie. Car la fille du seigneur de Malesherbes a tout pour plaire au roi gascon, et Henriette a de qui tenir. Elle a été élevée par une mère qui conservait la fierté d'avoir été jadis la maîtresse du roi Charles IX. Et ce qui devait arriver arriva. Le roi trouve Henriette tout à son goût et à peine a-t-il quitté Malesherbes qu'il demande à y revenir. Pour la voir plus fréquemment, Henri IV s'installe quelque temps dans le château de son capitaine des gardes, au Hellier, à une lieue seulement du château où s'est rendue Henriette, sa nouvelle favorite, à qui il peut rendre plus régulièrement visite. À converser avec elle, il trouve réconfort et consolation. La jeune fille, quant à elle, se montre pleine de sollicitude et de tendresse. D'un côté comme de l'autre, la passion naît et grandit, et pour plaire à sa bien-aimée, le monarque n'hésite pas à promettre des terres et des titres à sa belle. Et sur ce terrain, le ver galant n'en est pas à son coup d'essai. C'est ainsi qu'il a toujours agi avec ses précédentes maîtresses. Mais la jeune Henriette n'entend pas se laisser prendre ainsi. Sûre de la passion qu'elle vient d'allumer dans le cœur du roi et poussée par sa famille, elle exige de lui, en plus d'une forte somme et d'un titre, une promesse de mariage. Mais il en faut plus pour impressionner le monarque qui prend d'abord à la légère les exigences de la jeune fille. Et lorsque la discussion s'engage sur le sujet, il se montre rassurant. Si elle veut une promesse, elle en aura une, mais plus tard, quand le moment viendra, assure le souverain. Pourtant, Henriette se montre de plus en plus pressante. Si elle ne voit désormais son roi que par intervalles, elle lui adresse de nombreuses lettres pleines de réclamations. Et le plus étonnant, c'est qu'elle finit par obtenir gain de cause. Le 1er octobre 1599, le roi lui annonce une promesse de mariage, puis lui offre une importante somme d'argent, 50 000 écus pour elle et son père. Mais avant cela, il faut annuler son alliance avec son épouse Marguerite. C'est le succès pour la demoiselle qui se voit déjà reine de France. Chez les Entragues, on se félicite déjà d'une telle réussite. Mais ce que tous ignorent, c'est que le roi bataille sur d'autres fronts. Pressé par son conseiller Sully, qui cherche avant tout l'intérêt du royaume, il prépare une alliance avec les Médicis. Et c'est sans compter sur sa femme légitime, Marguerite, qui refuse l'annulation. Mais qu'importe, le ver galant est bien décidé à parvenir à ses fins, quels qu'en soient les moyens. Et s'il faut une promesse de mariage, il la signera, quand bien même il serait incapable de la tenir. C'est ainsi que le 1er octobre 1599, le roi présente à son conseiller Sully un acte écrit par lequel il s'engage à épouser Henriette et lui demande son approbation. Las, le surintendant n'est pas facile à convaincre, loin de là. Voilà, sire, puisqu'il vous plaît de le savoir, ce qu'il me semble d'une telle promesse, répond Sully, et à peine s'est-il saisi du papier qu'il le déchire en 1000 morceaux. Henri IV entre alors dans une colère noire. Il se fait apporter du papier et de l'encre et inscrit à nouveau la promesse qu'il fait porter par un cavalier à Henriette. Dans son fol empressement, Henri IV ne se doute pas qu'il venait de signer là le début d'une longue intrigue, car s'il sait qu'il ne réalisera pas sa promesse, Henriette, elle, vous allez voir, est bien résolue à lui montrer qu'on ne prend pas à la légère un tel engagement. Mais pour l'heure, Henri IV jubile. Il est parvenu à faire d'Henriette sa maîtresse. C'est tout ce qui compte pour lui. Pour Henriette, il faut le reconnaître, rien n'est encore gagné. Car à bien regarder le contrat, Henri est resté très prudent et s'est bien gardé de formuler une promesse qui l'engagerait certainement. Car il a imposé de sévères conditions qui rendent très faibles les chances de la marquise de devenir un jour reine de France. Il ne l'épousera en effet si et seulement si elle met au monde et dans les prochains mois un garçon. Au cas que dans 6 mois, à commencer du premier jour présent, elle devienne grosse et qu'elle en accouche d'un fils, alors et à l'instant, nous la prendrons à femme et légitime épouse, avait promis Henri. Mais la marquise est bien résolue à épouser son roi. Aussi, elle met tout en œuvre pour remplir les conditions, à commencer par la mise au monde d'un garçon. Sans scrupule, elle se tourne vers le ciel et se rend à Notre-Dame de Cléry pour demander le fils tant attendu. Elle sait que le prédécesseur d'Henri IV, Henri III, auquel il a succédé sur le trône de France, s'y est rendu en pèlerinage pour obtenir un fils. Elle offre alors au sanctuaire une statuette d'enfant en argent. Et le vœu tant espéré se réalise puisqu'Henriette apprend peu après qu'elle porte un enfant. Peut-être aussi parce que le couple s'en est donné les moyens physiques.
sans trop m'immiscer évidemment dans leur vie privée. Quoi qu'il en soit, chez les Entragues, la joie est à son comble. On exulte à la pensée de voir la famille alliée à la couronne de France. Parmi les familiers du roi, toutefois, ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses. Et chaque jour qui passe voit se concrétiser l'espoir d'un mariage avec Marie de Médicis, la nièce du grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier. Une union avec elle offrirait en effet, en plus d'une dot considérable, une alliance avec la Toscane. Aux yeux des grands du royaume, en somme, et face à la Médicis, Henriette ne représente rien de plus qu'une banale et intrigante courtisane. Mais le roi hésite d'abord à informer Henriette de ses projets. Il faut dire qu'il connaît désormais son caractère emporté et disons même parfois colérique. Pris entre son engagement pour elle et cette promesse de mariage qui vient d'être signée avec Marie de Médicis, Henri se résout finalement à exiger du seigneur d'Entragues qu'il lui remette l'engagement qu'il avait contracté en faveur de sa fille. Il écrit même une lettre à Henriette en avril 1600 et sur un ton sec et cassant lui reproche son ingratitude, sa légèreté et son mauvais caractère, et il achève en lui réclamant la promesse de mariage, mais en vain, car, comme il pouvait le craindre, la favorite explose. La marquise vitupère contre la volonté royale qui abandonne là ses promesses. À vrai dire, ce ne sont pas tant les plaintes de la maîtresse que les coups du sort qui vont libérer le roi de cet embarrassant engagement, car l'enfant qu'attend alors Henriette ne devait pas assurer sa destinée royale. Il vient en effet au monde par une nuit d'orage alors que la favorite se trouve à Fontainebleau où elle a retrouvé le roi. Allongée dans une chambre du château, elle se repose, fatiguée par son 7e mois de grossesse. De la fenêtre ouverte, un léger courant parvient à la future mère accablée par la chaleur de cet après-midi d'été. Mais il se charge bientôt en une violente bourrasque qu'accompagne une pluie forte. Soudain, un éclair déchire le ciel et la foudre se glisse par la fenêtre de la chambre et passe sous le lit d'Henriette. De frayeur, la maîtresse du roi accouche et met au monde un petit garçon mort-né. Pour Henriette, c'est le désespoir absolu. En même temps que l'enfant, se sont évanouis tous ses espoirs de mariage avec le roi de France. Henri IV se montre attristé toutefois et console Henriette, mais il repart aussitôt à Lyon où il annonce la nouvelle si cruelle pour Henriette de son mariage avec Marie de Médicis. La marquise de Verneuil ne peut désormais le poursuivre que par ses lettres, mais elle ne se prive pas d'exprimer sa rancune. « Je suis réduite au malheur, lui écrit-elle. Vos noces sont les funérailles de ma vie. Je ne vous parle que par soupir, car mes autres plaintes secrètes, votre majesté les peut sourdement entendre de ma pensée, puisque vous connaissez aussi bien mon âme que mon corps. Sire, en mon exil misérable, il ne me reste que cette seule gloire d'avoir été aimé du plus grand monarque de la terre. » En effet, il ne reste alors pas de grands espoirs à Henriette, sinon celui de demeurer la maîtresse du roi Henri, dont le mariage est célébré le 5 octobre de l'année 1600 à Florence, c'est Henri IV d'ailleurs qui a donné procuration au grand-duc pour épouser Marie de Médicis à sa place. Mais il sera là pour la 2e célébration qui suit en France dans le courant du mois de décembre. Henriette revoit pourtant régulièrement son amant et finit par se satisfaire d'être la maîtresse principale du roi. Elle ne cache pas sa fierté de conserver son emprise sur le ver galant, mais les Entragues ne comptent pas en rester là et n'ont pas oublié qu'ils sont toujours en possession de la fameuse promesse de mariage signée de la main même du roi Henri IV. Une promesse qui n'a pas fini de lui attirer des ennuis. La question ressurgit en effet en juin 1603 lorsque le roi est gravement malade, sans sa mort prochaine. Face à un tel risque pour leur jeune Henriette, les Entragues sont alors accusés d'avoir projeté sa fuite vers l'Espagne, un dessein suffisamment grave pour être considéré comme un crime de lèse-majesté. Pire encore, on incrimine le clan entier d'avoir informé l'ambassadeur d'Espagne de l'existence de la promesse. Convoqués par les juges, ils doivent alors s'en expliquer. De fil en aiguille, les attaques portées à l'encontre de la marquise et de sa famille vont bon train et donnent libre cours à toutes les théories. Ainsi, détracteurs et ennemis leur prêtent des ambitions de coup d'État. Certains l'accusent même de chercher à placer son fils Gaston-Henri sur le trône de France. Une version bien approximative de la réalité qui sera pourtant relayée aussi abondamment qu'aveuglément par les historiens du XIXe siècle. Aussi, bien que perçus comme les principaux menteurs, les Entragues ne sont pas les seuls à être incriminés. Nombre d'intrigants se voient liés à la conspiration.
Des grands du royaume y auraient en effet trouvé leur intérêt et n'auraient pas hésité à livrer ainsi le trône de France à l'étranger. Ils sont tellement nombreux que le complot ne tarde pas à s'ébruiter et parvient même aux oreilles du roi. Furieux, Henri IV convoque Henriette, puis son père, mais ne parvient pas à leur arracher toute la vérité. Songeant au danger que nous pourrions courir si vous veniez à nous manquer, j'ai sollicité un asile pour elle, s'excuse François d'Entragues pour expliquer son rapprochement avec le roi d'Espagne. L'explication semble d'abord contenter le roi, qui laisse partir les conspirateurs. Mais l'affaire éclate au grand jour lorsqu'un Anglais du nom de Morgan, et à qui on prête une complicité, est arrêté et évoque le nom d'Entragues et d'Auvergne. Sentant le vent tourner, les deux hommes se livrent au même moment à leur version des faits. À son tour, arrêté, le comte d'Auvergne accuse son beau-père et sa demi-sœur, qui se voient à leur tour interrogés. Henri IV, toutefois, n'entre pas dans l'une de ces fureurs noires dont il avait pourtant donné l'habitude, car l'habile Vergalan sait qu'il tient désormais d'Entragues sous sa coupe et il compte bien en profiter pour récupérer enfin la fameuse promesse de mariage qui lui a causé tant d'ennuis. Ce qu'une demande cordiale, puis une somme et un titre n'avaient pu obtenir, il va le gagner par la force. Acculé, le seigneur d'Entragues ne se fait pas prier. Le 2 juillet 1604, il se présente à Paris et lui présente l'acte d'engagement qu'il avait signé 5 ans plus tôt. Plein de crainte, il explique au roi qu'il est désormais de son devoir, pour calmer quelques faux bruits, de lui remettre cette promesse. C'est une grande victoire pour Henri IV qui tient enfin l'odieux papier, mais il ne se prive pas pour autant de rendre une justice sévère. Le 1er février de l'année suivante, le seigneur d'Entragues et le comte d'Auvergne, qui avaient divulgué le complot, sont condamnés à avoir la tête tranchée. Henriette, quant à elle, est condamnée à rester dans un couvent en attendant la suite de l'enquête la concernant. De sa prison dorée, Henriette ne se lasse pas d'implorer son ancien amant qu'elle tente de ramener à ses amours passés. Quel plus grand mal pouvait arriver que de ne voir éloigner mon âme de mon corps en même temps que celle de votre majesté se sépare de la mienne, se désole dans ses lettres, l'ancienne favorite. Après avoir rappelé son amour, elle invoque le souvenir de leurs enfants pour lesquels elle connaît l'attachement d'Henri. Si vous jetez un œil sur vos petits-enfants, miens pareillement, qui ne laissent pas d'avoir beaucoup de ressentiment, de douleur, entendant ma juste plainte, je crois que vous m'octroierez la liberté pour l'affection que vous leur portez. Henriette pleure et implore, tant et si bien qu'elle parvient à toucher le roi et à infléchir sa volonté. Car Henri ne reste pas longtemps insensible aux larmes et aux prières de son ancienne favorite. Henriette l'avait bien pressenti, la flamme de son amant ne s'est jamais éteinte. Le roi commence donc par assouplir sa peine, celle de son père et du comte d'Auvergne, dont il commue la condamnation à mort en prison à perpétuité. Henriette, quant à elle, obtient d'être gardée chez elle dans son domaine de Verneuil, mais Henri IV fléchit tout à fait quelques mois plus tard, en septembre 1605, lorsqu'il a franchi la marquise de toute sa peine. Il permet aussi au seigneur d'Entragues de sortir de prison pour s'exiler sur ses terres. Seul le comte d'Auvergne reste enfermé à la